James Cook était le second d'une famille de 9 enfants. Il est né dans une chaumière en Torchie le 27 octobre 1728. Son village, Marton in Cleveland, était situé dans un canton reculé au bord du Yorkshire. Le jeune Cook était un enfant obstiné. Il aidait son père aux travaux de la ferme et à 17 ans, il entra comme employé chez un épicier du village. Après un désaccord, il est allé travailler comme apprenti dans les chantiers de construction navale à Whitby. C'était une entreprise qui faisait du trafic côtier de charbon, et ce fut à bord d'un de ces bâtiments, le Free Love, que Cook apprit l'art de la navigation et le métier de marin. Au printemps de 1755, son bâtiment mouillait dans la Tamise quand éclatèrent des hostilités qui se trouvèrent être les débuts de la guerre de 7 ans. Comme second d'un vaisseau charbonnier, Cook était dispensé de servir, mais il se porta volontaire dans la marine. L'occasion lui inspirant l'idée de tenter sa chance dans cette voie. Il fut donc inscrit comme marin, bon pour le service, sous le commandement du capitaine Palliser. La protection de son commandant décida de sa carrière et il lui fut entièrement redevable de la marche qu'elle suivit. Sur ce vaisseau et sur d'autres, il passa les années de cette guerre avec les troupes qui avaient été envoyées en Amérique du Nord, occupées principalement par la cartographie du Saint-Laurent. Pendant les années qui suivirent la guerre, Cook poursuivit son œuvre en dressant une série de remarquables cartes de Terre-Neuve. L'attention de ses supérieurs fut de ce fait attirée sur ce maître. Il était cependant tout à fait inconnu en dehors de son service. Au début du siècle, l'astronome M. Halley avait émis l'idée que l'on pourrait déterminer la distance de la Terre au Soleil par l'observation du passage de la planète Vénus prévu en 1769. La Société royale et l'Amirauté se mirent d'accord pour envoyer à Tahiti un vaisseau chargé de cette mission à laquelle on en ajouta d'autres. Sur le conseil de M. Palliser, le premier lord, M. Hawke, fit une demande en faveur de James Cook qui devait, pour l'occasion, être élevé au rang de lieutenant. Le choix du bateau se porta sur l'Endeavour. Le prétexte du voyage était le passage de Vénus, mais un but secret était la recherche d'un grand continent. Le premier voyage commença en 1768. Après avoir passé successivement le Cap-Vert ainsi que Rio et le Cap-Horn, puis les îles de Société et la Nouvelle-Zélande, Cook arriva le long de la côte australienne en 1770, près de Sydney. Il a pu décrire certains paysages et les aborigènes de l'époque. Récit d'une rencontre, le 6 mai. Les naturels ne semblent pas être nombreux, ni vivre en société, mais dispersés par petites bandes le long de la côte au bord de l'eau. Ceux que je vis étaient à peu près de la taille des Européens, d'un brun très foncé, mais pas noir. Et leurs cheveux n'étaient ni laineux, ni crépus, mais lisses et plats comme les nôtres et de couleur noire. Personne parmi nous n'en vit jamais un seul qui eût le moindre vêtement, et ils ne portaient pas d'ornement, pas plus qu'ils n'en mettaient sur leur hutte. Quelques-uns de ceux que nous vîmes avaient le corps et le visage colorés avec une sorte de peinture blanche. J'ai dit que les coquillages faisaient le fond de leur nourriture, mais ils pêchent aussi d'autres sortes de poissons. Ou encore, ce que j'ai dit des naturels de la Nouvelle-Hollande pourrait faire croire que ce peuple est le plus misérable qui existe. Mais en réalité, ils sont beaucoup plus heureux que nous Européens, étant totalement ignorants non seulement du superflu, mais aussi des commodités nécessaires tellement recherchées en Europe. Il est heureux pour eux de ne pas en connaître l'usage. Ils vivent dans une tranquillité qui ne trouble pas l'inégalité des conditions. De leur propre aveu, la terre et la mer leur fournissent toutes les choses nécessaires à la vie. Ils ne convoitent pas des maisons magnifiques pourvues de nombreux serviteurs. Ils vivent dans un climat beau et chaud et profitent de tous les bienfaisants souffles qui agitent l'air, de sorte qu'ils n'éprouvent pas le besoin d'avoir des vêtements. En bref, ils ne semblèrent attachés de prix de rien de ce que nous leur donnions, et ne voulurent se séparer de rien de ce qu'ils possédaient en échange de n'importe lequel des objets que nous pouvions leur offrir, ce qui prouve, à mon avis, qu'ils se considèrent comme pourvus de tout ce qui est nécessaire pour vivre.